Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour voir un nouveau processus stochastique. On va en voir techniquement deux en fait. Tout d'abord le processus, donc le mouvement brownien classique, donc le processus de Wiener. Ensuite le mouvement brownien avec tendance, mouvement brownien généralisé ou mouvement brownien arithmétique. Et enfin on finira par le mouvement brownien géométrique, qui est celui le plus utilisé en finance. Pour modéliser par exemple le cours des actions. Donc tout d'abord on va définir un processus stochastique WT. Donc c'est le mouvement brownien standard qui est sur 0 et plus l'infini. Il faut toujours que W0, donc la valeur du processus à l'instant 0 soit égale à 0. Et que pour tout S plus petit que T mais plus grand ou égal à 0, on a les incréments, en fait les différences, donc les variations en fait. Ici c'est une variation entre donc de S à T, vu que S est plus petit que T. Et donc cette variation là doit être normalement distribuée avec une moyenne 0 et une variance T moins S. La troisième propriété, c'est tout simplement que ces variations sont indépendantes. Elles n'ont aucune autocorrélation, il n'y a pas d'autocorrélation. Ça fait partie des processus dits markoviens, en fait, le mouvement brownien. Donc, processus de Markov. Oui, tous les incréments sont indépendants. Il faut aussi noter que le mouvement brownien est continu et dérivable nulle part. Du coup, une fois qu'on a introduit le mouvement brownien, le processus de Wiener, on va étendre le concept en rajoutant un terme de tendance en fait et une volatilité sigma. Donc, il est défini par l'équation différentielle stochastique suivante, où en fait chaque différentiel de xt, qui xt est notre processus, donc chaque variation infinitésimale de xt est définie par mu de dt, qui est un différentiel de temps, donc une variation infinitésimale de temps, plus sigma dwt. Dwt, c'est notre processus de Wiener ici. Donc, on voit que pour chaque petite infinitésimale variation, notre variation, elle a déjà une constante, en fait, dans son terme, une constante qui est mu, qui est son espérance, qui est proportionnelle à dt, et ensuite qui est ajouté des chocs aléatoires de plus ou moins grosse amplitude en fonction de sigma, en fait. Donc, comment on résout cette équation différentielle stochastique ? En utilisant l'intégration stochastique. Donc tout d'abord, on va intégrer le terme de drift. Mu, c'est une constante, on peut le sortir de l'intégrale. La primitive de ds, c'est s. Donc vu que du coup à la fin on fait t moins 0, il n'y a plus que t, et donc du coup ça fait mu fois t. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, l'intégration du terme de diffusion, qui là c'est une intégrale d'Ito, parce que ici dw c'est stochastique. Ici pareil, on sort sigma, on intègre dws et c'est dans notre cas ici ça sera tout simplement wt comme une intégrale classique. Donc du coup on obtient à la fin parce que oui, si on intègre pareil ici le d, on va intégrer dxt. Si on l'intègre entre 0 et t, ça fait pareil. La primitive de dxt, ça va être xt. Enfin, ça va être xs ds entre 0 et t. Et du coup, on intègre. La primitive de dxt, c'est xt. Donc du coup, enfin c'est xs dans notre cas, vu qu'on intègre par rapport à ds. Et donc du coup, la même logique, on fait... borne du dessus moins borne du dessous, et on a du coup xt moins x0, et donc xt moins x0 égale à mu t fois plus sigma wt, ça c'est notre solution. Si on part du principe que x0 est égal à 0, dans ces cas-là on n'a plus que xt est égal à mu t plus sigma wt. Donc voilà pour notre solution du mouvement brownien arithmétique ou généralisé ou avec tendance, il y a plusieurs noms. Donc on rappelle,
Mu-t, c'est le terme de drift, et sigma wt, c'est le terme stochastique du processus. Donc ensuite, il va falloir qu'on introduise un concept qui est le lemme d'Ito et les processus d'Ito, qui sont encore une généralisation en fait du mouvement brownien, qui va pour pouvoir introduire le mouvement brownien géométrique. Donc un processus d'Ito, en fait, on autorise mu ici à être une fonction plutôt qu'un terme constant, une fonction du temps. Et ça peut être un processus stochastique lui-même, en fait, mu de t. Et pareil pour sigma. On autorise sigma à être une fonction. Et donc du coup, on a un processus, c'est exactement le même que plus haut, à la différence que mu n'est plus constant. En fait, ici, c'est un type de processus d'Ito, où la fonction mu de t, c'est tout simplement tout le temps mu, hein, et ça ne dépend pas de t, donc c'est une constante. Mais du coup, oui, on autorise les termes de drift et les termes de volatilité à être des fonctions du temps dans un processus d'Ito. Et donc, le lemme d'Ito nous dit que si, du coup, xt est un processus d'Ito, ici, comme vu plus haut, on peut trouver une fonction f, n'importe quelle fonction f de ce processus, qui dépend aussi du temps, suivra cette équation différentielle stochastique. En fait, on trouve une fonction de ce processus-là, et cette fonction suivra un processus stochastique qui sera tout le temps défini par cette équation-là. Voilà ce que nous dit le lemme d'Ito. Et donc du coup, en fait, en connaissant les dérivées partielles, on peut connaître la dynamique du processus. On va introduire du coup un nouveau type de processus qui est le mouvement brownien géométrique, défini par cette équation, qui est un type de processus d'Ito. En fait, la différence, c'est que le terme de drift dépend aussi du processus en lui-même. Et le terme de volatilité, pareil, dépend aussi de la valeur du processus. C'est la seule différence. Par contre, on a mu constant et sigma constant. Ce qu'on va faire en fait pour résoudre cette équation différentielle stochastique, c'est utiliser le lemme d'Ito. Donc, en fait, on va prendre une fonction f de ce processus. La fonction f, on va prendre le logarithme donc du processus, et on va calculer les dérivées. La dérivée de ln de x par rapport à t, elle dépend pas explicitement de t, donc du coup ça va être 0. Donc la dérivée du logarithme par rapport à x, c'est tout simplement 1 sur x, et la dérivée de 1 sur x, une deuxième fois, enfin pour avoir la dérivée seconde, la dérivée de 1 sur x par rapport à x, tout simplement moins 1 sur x carré. Donc du coup on a nos trois dérivées ici nécessaires, et qu'on peut les remplacer dans notre lemme d'Ito pour trouver la dynamique de notre processus. Donc on les remplace, ici ça prend 0, ici 1 sur x, ici moins 1 sur x carré, là 1 sur x, et en développant, on arrive à mu, donc la dynamique donc, de notre fonction, notre logarithme du coup, notre fonction qui dépend de t et de st, va être égale à donc mu moins 1 sur 2 sigma carré fois dt plus sigma dwt. Et on voit que c'est beaucoup plus propre comme manière d'écrire, car ça ressemble beaucoup en fait à c'est un mouvement brownien arithmétique. Sauf que mu là est égal à mu moins sigma carré 1 sur 2, et sigma ne change pas, le terme de volatilité ne change pas. On peut utiliser la même logique que vu précédemment, par intégration stochastique, donc je ne vais pas le réécrire ici, hein, c'est exactement la même logique qu'ici. On va intégrer à chaque fois par rapport à dw, dt et df, tst, et pour trouver donc cette égalité là. Ensuite, ajouter de chaque côté ln de s0. Donc on a ln de st plus ln de s0 plus mu moins 1 sur sigma carré, etc. On peut tout simplement maintenant prendre l'exponentielle de chaque côté, ce qui annule le logarithme, et ce qui nous permet d'exprimer tout simplement st à chaque instant. Donc le cours de
la valeur de notre processus, donc de notre mouvement brownien géométrique à chaque instant, par rapport à S0, la valeur initiale de notre processus, et la partie exponentielle ici. Du coup, voilà, on a notre résolution, on a résolu notre processus, notre mouvement brownien géométrique, et on a une expression analytique de ST à chaque instant. Donc on n'a pas besoin, voilà, ça permet, c'est comme ça qu'on part de cette équation différentielle stochastique et on arrive à la solution ici. Donc ensuite en Python, ça ressemble à quoi? Déjà, il faut importer les modules, donc NumPy, Matplotlib, YoFinance, SciPy. On va initialiser nos variables. Donc on a besoin de savoir combien on veut de simulation, combien de jours va durer nos simulations. Le pas de temps, donc t du coup va être égal à 1 vu qu'on parle en années, et dt ça va être 1 sur 252 vu qu'on veut que chaque incrément ça soit en fait une variation d'une journée, quoi. Tout simplement. Parce que le 252 vient du fait du coup qu'on a en moyenne 252 jours de cotation dans une année. Sigma, on va l'initialiser à 0,1, donc c'est la volatilité, 10% annuel. Et mu, on va l'initialiser à 0. On part du principe que le prix initial est égal à 100, et ensuite on va définir notre fonction pour simuler notre processus. Donc, on va tout d'abord initialiser une matrice WT qui va en fait être composée de valeurs générées à partir d'une loi normale, donc centrée réduite. Et donc la taille, ça va être en ligne nday-1, parce que on part de l'instant t. Donc du coup, on veut l'instant t, il est fixe, il est constant, donc on n'a pas besoin de mettre une variable normale pour cet instant t. Donc du coup, on enlève 1. Et ensuite, nsim, c'est le nombre de colonnes et c'est le nombre du coup de simulation. On aura donc le temps sur les lignes et le nombre de simulations sur les colonnes. Ensuite, donc on initialise une autre matrice et on va l'appeler, donc on va initialiser en mettant des zéros de la taille, donc du coup elle va avoir des dimensions de nday par nsim, donc le nombre de jours en ligne et le nombre de simulations en colonne, et on va initialiser toute la première ligne en mettant l'état initial voulu. Ensuite on peut lancer une boucle, donc i de 1 à nday, donc de 1 à nday, et on commence 1 parce qu'en fait comme j'ai dit, le 0 ici il est déjà pris, c'est notre état initial. Donc notre première ligne, donc la première valeur, la première période de la IM période à chaque fois de toute façon de notre mouvement brownien, elle va être égale en fait à la période d'avant, et en fait c'est exactement cette équation qu'on met là. Sauf que S0 ici ça va être S de S par exemple, avec S tout le temps plus petit que T. Et c'est exactement pareil. Ça revient exactement à la même chose. Et donc on reprend tout simplement cette solution qu'on a trouvée grâce au Lemdito, ici plus haut. On reprend et on la recopie ici, telle quelle. Donc voilà, notre état, donc S0, mais ici, ou alors on peut s'imaginer qu'on remet à 0 à chaque fois, mais c'est pas vraiment le cas, c'est on prend à chaque fois la période d'avant et ça revient à la même chose. Parce qu'ici 0 peut être généralisé à S en fait. S plus petit que T. Donc du coup on recopie ça, on prend la période d'avant et on multiplie par le terme exponentiel ici. En prenant bien donc WT, I-1, c'est le WT mais juste à l'instant d'avant. C'est pareil finalement, vu que de toute façon WT, les incréments sont indépendants, donc peu importe. Mais ici c'est pour que ça coïncide bien avec la taille de WT. Et donc, du coup, voilà, on multiplie par sigma et par racine de dt. Parce qu'on ne rappelle, la variance ici est t-s. Mais du coup, l'écart type, eh bien, ça devient plus t-s, mais racine de t-s. Et c'est pour ça qu'ici, on met pas fois dt, on met fois racine carrée de dt. Donc du coup, ensuite, on peut appeler notre fonction et initialiser notre mouvement brownien. Et là, on obtient nos simulations. Donc on voit, ça ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait trouver dans la réalité. Enfin, dans le monde réel, c'est-à-dire quand on regarde une action, ça y ressemble, à première vue, ça y ressemble parfaitement.
Et là, on pourrait très bien aussi trouver d'ailleurs des figures chartistes et nous dire tiens, bah là, on va acheter parce que on a un double triangle, enfin on a un double top, double bottom, head and shoulders, etc. et toutes les figures chartistes. Mais finalement, on sait que vu que de toute façon ces processus-là sont markoviens, il n'y a aucun moyen de prédire le futur avec les cours passés. Donc ça serait tout simplement la même chose que de faire de l'astrologie ou de lire d'inventer des constellations. Mais c'est là, c'est parfait, hein. Ce genre de simulation, ça peut nous mettre, nous rendre compte de nos biais psychologiques et de voir que ça va sans doute être plus compliqué de gagner de l'argent sur les marchés financiers de manière autre que par chance, et qu'il va falloir des techniques plus compliquées que seulement des patterns graphiques. Donc voilà, petite parenthèse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer. On va essayer de simuler justement les cours des actions. En fait, on va l'appliquer au monde réel. À quoi pourraient servir ces concepts plus haut dans le monde réel. Donc on va juste voir en fait. On va pas s'attarder sur le mouvement brownien arithmétique parce que le plus utilisé ici, c'est le mouvement brownien géométrique. Et de toute façon, si on sait simuler le mouvement brownien géométrique, on devrait pas avoir de mal à simuler le mouvement brownien classique. C'est exactement la même chose. Enfin, c'est pas exactement la même chose, c'est pas du tout ça. C'est plutôt que la logique en fait de simulation reste à peu près similaire. Donc on va juste s'attarder sur ce processus-là qui en plus est principalement utilisé en finance et très utile pour simuler le processus des actions. Donc on va importer vraiment des actions absolument arbitrairement, donc 4. On va initialiser nos poids une fois que ces actions ont été importées. On va calculer nos rentabilités arithmétiques, à savoir que, alors moi ce que j'ai pu lire et comprendre, et ce que je fais moi, si on estime à partir des rentabilités arithmétiques la moyenne comme estimation de mu et la volatilité par rapport à sigma. Donc attends, je résume parce que je me suis emmêlé. Si on estime mu à partir donc l'espérance de rentabilité à partir des rentabilités logarithmiques, pas besoin dans notre simulation de mettre moins 1,5 sur 2 fois sigma carré. Parce qu'en fait, on l'estime déjà à partir de ça. Donc quand on estime mu, en fait, on estime le mu d'un mouvement brownien en fait arithmétique classique. Et du coup, on n'a pas besoin de soustraire moins 1,5, etc. Par contre, si on prend mu à partir des rentabilités arithmétiques et non logarithmiques, et bien là, il faut bien, c'est important de mettre moins 1,5 sur 2 sigma carré. Voilà. Donc c'est juste l'aparté. Voilà la différence. Et si on estime à partir des rentabilités logarithmiques, eh bien on met pas ce terme, on met juste ce qu'on a estimé. Et si on l'estime à partir des rentabilités arithmétiques, on met bien ce terme. Total. Donc on initialise nos poids, on équipondère un portefeuille, on calcule nos rentabilités arithmétiques, la matrice des variances-covariances, on annualise mu, on prend l'espérance du coup de notre portefeuille avec cette formule, donc ça c'est le produit matriciel entre du coup nos rentabilités et nos poids. Donc c'est un produit scalaire ici vu qu'on a deux vecteurs. Pour bien que ça soit un float, on précise float ici, sinon ça garderait les dimensions précédentes. Sigma, c'est on calcule la volatilité du portefeuille avec cette formule bien connue qu'on a pu voir dans le passé déjà. Fois donc np.sqrt 252, c'est pour l'annualiser. Et c'est exactement en fait, on fait fois np.sqrt, c'est exactement ce qu'on voit plus haut. Ici, la variance, en fait, est de 1 de t moins s, mais l'écart type est de racine de t moins s, et justement, c'est comme ça qu'on annualise, ou qu'on met à l'échelle par rapport au temps la volatilité dans notre cas ici. Donc, en fait, le np.sqrt 252, c'est pour annualiser, en fait, notre volatilité estimée à partir de nos rentabilités qui sont journalières, et vu que
nous on estime à partir des journaliers, on a la volatilité journalière. Il y a combien de jours dans une année? Il y en a 252, donc pour annualiser, c'est tout simple. Il faut bien multiplier par 252 notre mu ici, et il faut multiplier par, non pas par 252 notre écart type, mais par racine carrée de 252 pour avoir notre volatilité annualisée. Voilà. Donc là, du coup, on a notre volatilité. Après, on peut prendre nos simulations à partir de ça, à partir des paramètres estimés là, construire nos simulations. Donc là, c'est notre portefeuille constitué bien également, donc équipondéré avec ces titres-là. Et on voit, donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Voilà à quoi on peut s'attendre si on investit dans le futur. Donc on part du principe que notre portefeuille a une valeur de départ de 100. Et donc voilà à quoi on peut s'attendre si le comportement de ces actifs-là est exactement le même que dans le passé. Voilà ce qu'on peut s'attendre du processus futur de notre portefeuille. Voilà. Donc on voit que c'est très large. Hein. Une valeur ni minimale, peut-être, on peut le voir immédiatement de toute façon. Une valeur minimale à l'arrivée, hein, on va prendre à la fin. Donc une valeur minimale à la fin. De 50, ouais, c'était à peu près ça. Donc 50, voilà, on peut très bien perdre 50% de notre portefeuille à la fin, 1000 périodes. Alors comme ça fait à peu près 1000 périodes, ça fait 4 ans à peu près. Donc en 4 ans, voilà ce qu'on peut s'attendre. Et au maximum, quasiment 700. Donc notre portefeuille peut très bien faire aussi x7 en 4 ans. Ce qui serait incroyable. Et on voit très bien là aussi, hein, que la chance peut très bien nous donner l'impression d'être super performant. Parce que 700 en 4 ans, donc x7, c'est absolument des super rentabilités par rapport à la volatilité, qui est, nous, dans notre cas, 20%. Donc c'est quand même excellent d'avoir ce genre de performance. Mais là, ici, si l'investisseur fait une performance de 700, c'est grâce à la chance, car il aurait pu s'attendre en moyenne à réaliser une performance bien moindre en moyenne 15% à l'année. 15% et 46, à peu près 15,5%. Donc voilà. Du coup, je vais pour l'instant finir là parce qu'il en reste encore une bonne partie. On va voir les intervalles de confiance, comment savoir comment donner un intervalle où le prix va pouvoir se trouver dans X période, et ensuite les value at risk, hein, c'est utiliser ce mouvement brownien pour prédire le futur, entre guillemets. C'est vraiment ça, hein, c'est pour essayer d'anticiper le cours futur, mais le faire d'une manière probabilisée, en quelque sorte. Et ensuite utiliser les simulations de Monte Carlo pour estimer les value at risk. Donc ça va prendre encore un bon bout de temps, et j'ai fait déjà une vidéo de 50 minutes, ce qui était beaucoup trop long de toute façon à tourner, à monter, etc. Donc du coup, je vais plutôt faire maintenant des parties quand les vidéos durent trop longtemps. Donc là, on va faire une deuxième partie par la suite. Donc voilà, si vous avez apprécié cette première partie, vous pouvez mettre un like, vous abonner, commenter. Si vous voulez me contacter pour me poser des questions, pour travailler avec moi, j'ai mis tous les contacts dans la description. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve dans la prochaine.